Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Si vous demandez au commun des mortels ce qu'est l'ufologie, beaucoup ne sauront pas vous dire ce que c'est exactement. Eh bien, c'est tout simplement l'étude du phénomène OVNI. Mais qui dit étude, dit investigation. Et quand on pousse l'investigation jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'on nous ment sur beaucoup de choses, et notamment sur l'histoire, notre histoire. Pour vous en dire toute la vérité, Gilbert Attard. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Vous êtes magnétiseur, archéo-ufologue et parapsychologue, fondateur et président de l'association CROPS, dont vous venez de fêter les 3 ans. C'était samedi dernier, si je ne m'abuse, docteur. Tout à fait. Vous avez fêté également, vous avez fait partie de l'association Jimmy Guilleux. Et puis, vous avez animé également une émission de télé à Toulon de 1992 à 1997. Vous avez été président de la commission de parapsychologie de l'INSA. Et c'est grâce à votre magnétisme que les gens viennent à vous et que vous récupérez les témoignages. Alors on va évoquer ce soir l'archéo-ufologie. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'archéo-ufologie, ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous l'avez dit, les ovnis, on en parle beaucoup depuis les années 47 notamment. Ouais. Mais en fait, tout porte à croire qu'ils existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais. Et la recherche en archéo-ufologie, c'est une recherche qui est difficile dans la mesure où il faut arriver à faire un lien entre ce qui est connu actuellement au niveau des témoignages, au niveau de témoins, de dessins et entre autres, et de phénomènes liés aux civilisations soit actuelles, soit des civilisations disparues depuis très longtemps. Ouais. Et on a de nombreux objets, des artefacts, que ce soit des peintures rupestres, que ce soit des sculptures, que ce soit aussi des traditions, des légendes, mais aussi des textes anciens, des manuscrits anciens, qui parlent de dieux qui sont venus sur la terre. Et quand on étudie, quand on gratte ça d'un peu plus près, on s'aperçoit que tout porte à croire que ces dieux anciens, en fait, sont à relier directement avec ce que de nos jours, notre connaissance nous fait connaître comme les ovnis, les soucoupes volantes et les extraterrestres. C'est simplement une question de langage, de connaissance qui diffère. D'accord. Alors vous êtes tombé dedans tout petit, hein, et vous avez vécu quand même, dans les années 70, 75, des phénomènes qui se sont produits chez vous. Oui, tout à fait. Comme j'aime à dire, je suis un peu comme Obélix, que lui est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans le phénomène OVNI, dans la parapsychologie, tout ça. Ouais. Suite à des phénomènes qui ont commencé, les tout premiers phénomènes, bon, ce serait long à énumérer, ça a commencé déjà dans les années 72. Après, c'est à partir des années 73 que d'autres phénomènes ont pris le pas. Ouais. Et puis ensuite, dans les années 75, là, il y a des phénomènes très bizarres qui ont commencé à se produire chez moi. Qu'est-ce que c'était ? C'est quoi ces phénomènes ? Alors ces phénomènes, eh bien, c'était des... Comment dire ça ? C'était pas des combustions spontanées, c'était pas des feux spontanés. Ouais. C'était des choses qui brûlaient, des objets qui brûlaient. Ça pouvait être même du fer il y avait un feu suffisamment intense parfois pour brûler des ferrailles, des choses comme ça. Ouais. À cette époque-là, j'étais pas branché encore, bien que je m'intéressais étant jeune à ces choses-là, mais de loin. Ouais. Et j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait, parce que ces feux, eh bien, ils étaient capables de brûler du plastique, du bois, mais fondre aussi du métal. Et à la force, ça a duré 3 ans. Et à force, j'ai fini par me rendre compte que lorsque ces phénomènes avaient lieu, eh bien, dans les jours ou avant ou après, eh bien, il y avait des hélicoptères de l'armée qui tournaient au-dessus de la maison ou proche de la maison. Ah. Alors, à cette époque-là, on comprenait pas ce qui se passait. J'avais fait ce rapprochement. Et mon père avait un ami qui était un ancien CRS. Quand on lui a parlé de ces phénomènes, quand on lui a montré des fragments qu'on avait conservés, il nous avait dit tout simplement, jetez, détruisez tout ce que vous avez, et surtout, taisez-vous, n'en parlez pas, parce que ça pourrait vous attirer des ennuis. Alors bon, j'ai quand même continué à chercher à comprendre. Et puis un beau jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était Richard Bessière, qui était un ufologue. Ça a été le tout premier que j'ai rencontré. Ouais. Il était venu faire une conférence ailleurs. J'avais discuté avec lui, mais bon, je ne l'ai pas du tout intéressé, ou alors il ne m'a pas pris au sérieux, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il ne m'a rien du tout apporté. Il n'a même pas cherché à savoir quoi que ce soit. J'ai continué encore à faire des recherches. Après, j'ai fini par tomber, entre autres, sur Jimmy Guilleux,
sur l'IMSA, dont vous avez parlé tout à l'heure, dont j'ai été membre, bien sûr. Et j'ai rencontré aussi des personnes comme Guy Tarade, que s'il m'écoute, j'en profite pour le saluer. C'est tous des amis. Et donc, lui, Guy, Jimmy, tout ça, ils ont essayé un peu de m'expliquer, de comprendre ces phénomènes qui se passaient. Mais on n'a jamais eu vraiment d'explication à ces phénomènes. Sur cet entrefait, c'était en 1976, en août 76, j'ai attrapé un coup de soleil. Et c'est en me faisant lever ce coup de soleil que la personne qui me l'a enlevé s'est rendu compte que j'avais du magnétisme, et c'est là qu'elle m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à m'en servir. Alors j'ai acheté des livres, j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à m'intéresser au magnétisme. En même temps, tout le monde en 76, c'était la canicule, hein. Tout le monde prenait des coups de soleil, je m'en souviens. Oui, mais c'est le seul et unique coup de soleil que j'ai jamais pris de ma vie. J'ai jamais pris d'autre. Celui-là, il a été un bon coup de soleil pour moi, quoi. Et il a été révélateur en plus. Il a été très révélateur. Parce qu'en plus de ça, tous ces phénomènes tournaient dans ces périodes-là. Alors ensuite, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la parapsychologie, j'ai commencé à m'intéresser, comme je vous l'ai dit, aux ovnis, tout ça. Et puis, par rapport à ces phénomènes qui se produisaient, au bout de quelques années, j'étais arrivé, je dirais, un peu sur la pointe des pieds, au milieu de tous ces grands noms de l'ufologie ou de la parapsychologie. Et de fil en aiguille, je me suis impliqué dans certaines recherches. C'est comme ça que j'étais président de la commission de parapsychologie à l'IMSA. J'ai fait, non pas de la télévision, mais j'ai animé effectivement pendant 5 ans une émission de radio. Sur Toulon, qui s'appelait Chemin de la Connaissance. Et de plus en plus, je rencontrais des grands personnages français, américains et autres, avec qui j'ai noué des contacts très étroits. En fait, dans ce milieu-là, plus ou moins, on se connaît tous. On est tous des amis. Là, tout récemment, on a reçu aussi Gilles Dasbourdet, qui est venu à l'un de nos déjeuners débats. Qu'on a reçu ici. Et que vous avez reçu aussi, bien comme Jean-Gabriel Grélet. Bien sûr. Tout ça c'est tout des amis, on se connaît de longue date. Et l'archéologie, pourquoi elle m'a intéressé? Tout simplement parce que je me passionne pour l'histoire, je me passionne pour l'archéologie. Alors justement, on va continuer. J'aimerais rappeler à tous ceux qui viennent d'arriver ce soir, nous ouvrons un dossier qu'on a rarement ouvert finalement quand on parle d'OVNI, c'est l'archéoufologie. Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Nous sommes donc ce soir avec Gilbert Attard sur Ado, 97.8 à Paris, 93 ans à Toulouse. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter via les players qui sont à votre disposition sur la page Facebook, sur le site adofm.fr. Et puis, bien sûr, à partir du 1er juillet, on le rappelle, on sera diffusé dans 40 autres villes de France pour connaître toutes les fréquences. Vous allez sur bob-toulavérité.fr. Alors, Gilbert, l'archéo-ufologie, moi, il y a 2 mots qui me fascinent, l'archéo et ufologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on trouve au fil du temps des pierres, des toiles, des écrits concernant notre histoire et les civilisations anciennes et l'ufologie et les ovnis. Tout à fait, on peut dire que vous avez raison, parce que quand on commence à s'intéresser à ce domaine-là, on se rend compte qu'en fait, l'histoire telle qu'on nous l'enseigne, tout porte à croire qu'elle n'est pas tout à fait aussi exacte que ça. En tout cas, il y a des éléments qui sont parfois cachés au public, tout simplement parce que ces éléments dérangent. Je pense, en parlant de ça, notamment aux fameuses cartes de Piri Reis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que ces cartes de Piri Reis. Alors, Piri Reis, c'est un pirate, hein, Piri Reis. Piri Reis. C'était un pirate. C'était un pirate, effectivement. C'était un pirate qui s'appelait en fait Piri Mui Din Reis. D'accord. Voilà, j'ai écrit le nom pour pas me tromper, parce que c'est pas toujours facile. Je crois qu'il croisait en Méditerranée, pour. Tout à fait. C'est ça. Il écumait, on dira, en Méditerranée. Et en fait, c'est dans les années 1929 qu'on a découvert dans la bibliothèque de Sérail, qui était l'ancienne Constantinople, sa carte de 85 cm de large par 60 de long, qui datait de 1513. Et il y avait des annotations manuscrites sur cette carte, et il y avait également aussi des dessins très précis de continents, tout ça.
Alors, ce qui a étonné certains chercheurs, parce que quand ils ont commencé à regarder ces cartes de très près, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait des détails qui étaient mentionnés, qui étaient d'une très grande précision. Qui plus est, ces détails étaient inconnus pour certains à l'époque de cette fameuse carte, qui était de 1513. Ouais. Par exemple, un des exemples que je peux vous citer, l'Antarctique, sur cette carte, était représenté sans glace. Et c'est dans la région du Queensland Island. Oui. Voilà. Seulement, le seul problème, c'est que cette région-là est sous les glaçons. Et des chercheurs tels que, par exemple, Charles Abgod, Mallory, ou même Paul-Émile Victor ont fait des relevés... Mais on sait que les pôles ont bougé de toute façon. On sait qu'ils ont bougé. Donc on sait que, effectivement, grâce à ces recherches qui ont été faites, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des îles qui recouvraient cet endroit. Le seul problème, c'est que c'était à l'air libre avant la dernière glaciation, et cela remonte entre 10 et 15 000 ans. D'autant plus que l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1818. Et les cartes sont datées de 1513. Déjà là, il y a quelque chose qui est bizarre, qui dérange. Ça, je vous confirme. Alors, on va continuer dans le bizarre et dans le dérangeant ce soir avec vous, puisque on va être obligé de manger, vous le savez, on fait les courses 2 fois par heure. Et on se retrouve dans quelques instants avec Gilbert Attard, magnétiseur, archéufologue et parapsychologue, fondateur et président de l'association CROPS, qui a fêté ses 3 ans samedi dernier. Bien sûr, vos réactions sont les bienvenues, n'hésitez pas. Oui, c'est sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité sur Donde. Et là, on a une question pour savoir quelles sont les plus anciennes représentations d'OVNI dont on dispose actuellement. Eh bien, on y répondra dans un instant, et c'est pas moi, c'est Gilbert Attard qui le fera. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Et je vous invite à télécharger l'appli mobile. Elle est gratuite. Actu, podcast, programme, exclus, infos, vidéos. Vous pouvez tout avoir 24 heures sur 24. Elle est gratuite sur l'App Store ou sur Google Play. Ainsi que vous ayez un iPhone ou un système Android, quel que soit votre smartphone, vous pourrez être en lien direct avec l'émission. Et en tout cas, des questions arrivent sur la page Facebook. Bob vous dites la vérité. Et elles sont posées à Gilbert Attard, mon invité jusqu'à 23h, avec lequel nous parlons d'archéo-ufologie. Gilbert, on revient à la question qui vous a été posée et que Elliot va répéter. Oui, quelles sont les plus anciennes représentations d'OVNI dont on dispose actuellement ? Alors les plus anciennes, pour dire exactement les plus anciennes, parmi les plus anciennes, je dirais, il y a celles que l'on retrouve dans certaines grottes préhistoriques. Où on voit effectivement des représentations qui pourraient bien s'apparenter à des soucoupes volantes classiques, telles que des témoins de nos jours peuvent les dessiner. Alors je pense notamment à la grotte de New en Ariège. Alors ces dessins remontent aux Magdaléniens, c'est-à-dire à peu près moins 10 000, moins 12 000 ans en arrière. Alors on voit par exemple un dessin, il y en a plusieurs qui sont dessinés dans cette grotte. Un qui est visible de tout le monde, et ensuite d'autres qui se trouvent dans une partie qui n'est pas visitable par les touristes, on pourra dire. Moi j'y suis allé dans cette grotte, j'ai vu celui qui était visible, bien sûr, pas les autres. On voit comme un dessin d'une soucoupe que dessinerait un témoin qui aurait vu quelque chose. Et à l'intérieur de la grotte, à la partie qui n'est pas visible, il y a d'autres dessins de ce type-là, dont un qui est très étonnant, parce qu'à l'arrière du dessin, on voit des pointillés qui partent en s'ouvrant, si vous voulez, un peu comme si vous avez envie de dessiner un objet qui est en mouvement, vous allez dessiner l'objet, et derrière, vous allez dessiner soit des pointillés pour montrer qu'il avance. Voilà, le sens de mouvement, ou vous allez dessiner un petit nuage, pour montrer que l'objet avance. Et je me souviendrai toujours, quand j'avais été dans cette grotte, j'avais discuté, parce qu'on avait sympathisé avec une des guides qui était ouverte un peu à certaines choses, et qui nous avait montré ou expliqué certains détails. Et la version officielle, qui est officiellement admise, ce serait des haches symboliques. Le seul problème, c'est que quand on voit le dessin, comment il est, comment il se représente, on a beaucoup de mal à s'imaginer que ça soit une hache. C'est ça. Si on admet la possibilité d'une hache, à mon avis, on peut aussi admettre la possibilité que l'objet pourrait représenter
un objet qui a été vu. Parce que ce qui est incroyable, Gilbert, c'est qu'on a aussi des représentations de fusées, souvent, alors qu'à l'époque, on n'a aucune référence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas la littérature, et on voit que ces gens, à l'époque, font des dessins de ce qu'ils ont vu, parce qu'on peut pas inventer ça, donc ça c'est quand même assez incroyable, on peut pas inventer ce qui n'existe pas. En tout cas, on peut pas le dessiner, ou alors il faut vraiment que le mec soit brillant, et on a quelques-uns, il y a Jules Verne, Léonard de Vinci, mais enfin ils sont quand même rares, dans les grottes à l'époque, on imagine que bon, ils n'étaient pas aussi brillants et aussi cultivés, peut-être avaient-ils pas autant de facultés pour l'invention. Quoi qu'il en soit, et souvent d'ailleurs c'était des scènes de guerre, des scènes de chasse, de choses qu'ils vivaient, donc ça veut dire que s'ils ont représenté des fusées ou des secousses, ça veut bien dire qu'ils les ont certainement vus, donc c'est ça qui est assez incroyable aussi. Alors bravo pour ce que vous venez de dire, parce que ça faisait partie de ce que je comptais un petit peu développer. C'est ce qui est intéressant justement dans l'archéoufologie, contrairement à l'ufologie classique, c'est que de nos jours, avec tous les moyens qu'il y a, la télévision, l'ordinateur, le cinéma évidemment, et tout ça, ça peut aussi bien donner des idées à des gens pour inventer, se dire soi-disant contactés ou d'autres choses comme ça, en inventant des tas de choses, soit pour se mousser comme on dit vulgairement ou autre. Alors que quand on tombe sur des objets qui peuvent avoir 100, 200 000 ans ou tout simplement une centaine d'années, à cette époque-là, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tous ces moyens-là. On ne parlait pas d'ovnis, de soucoupes volantes et de choses comme ça. Là aussi, quand on fait de l'archéoufologie, il ne faut pas se placer dans le contexte et la façon de penser d'aujourd'hui, mais essayer de se placer dans la façon de penser de l'époque, avec les mots de l'époque, par exemple. Et ça, c'est très important. Par exemple, de nos jours, quand on fait des observations de ce qu'on appelle des cigares volants, ou ce qu'on appelle aussi des Mother Ships, c'est-à-dire des vaisseaux mers, ça, ce sont des termes actuels. Mais par exemple, de mémoire, je me rappelle, il y avait une vision de Zacharie qui avait noté une observation qu'il avait fait où il disait qu'il voyait un rouleau suspendu dans le ciel. Parce que à l'époque, eh bien, les Mother Ships, ça n'existait pas, ce mot. Les cigares n'existaient pas. Mais par contre, l'objet qu'il a vu suspendu dans le ciel lui rappelait un rouleau. Oui, c'est ça. Ouais. Un rouleau, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de cylindre. Un cigare, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un cylindre. On a du mal à inventer des mots, donc ça veut dire que oui, c'est ça, c'est que il mettait des mots qu'il connaissait sur des choses qui étaient qu'il découvrait, quoi, en fait. Tout à fait. Comme quand, par exemple, il est question de bouclier ardent. Bouclier ardent, qu'est-ce que c'est ? Un bouclier, généralement, c'est rond. C'est une soucoupe, quand on la regarde. Voilà, un bouclier, c'est rond. Ardent, pourquoi ? Parce qu'il y a des flammes. Bien sûr. Et quand vous regardez ou quand vous entendez des témoignages de personnes qui voient une soucoupe volante ou quoi, une soucoupe volante c'est rond, donc ça peut s'apparenter à un bouclier à une époque lointaine. Ardent, pourquoi ? Bien parce que quand vous avez des rentrées atmosphériques, eh bien vous pouvez avoir ou des flammes, une traînée de flammes, bien sûr, ça qui peuvent être visibles lorsque l'engin rentre. Par exemple, il y a aussi un autre cas qui me vient à l'esprit, c'est du côté du lac Titicaca en Amérique du Sud, où il y a une déesse qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, la déesse Oriana, qui était descendue dans une barque d'or, se posait sur le lac. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est qui peut aller sur l'eau à cette époque-là ? Une barque. Là, on est à je crois, 2000 ans en arrière, à peu près 2 ou 3000 ans en arrière. Donc, qu'est-ce que c'est qui pouvait se poser sur l'eau à part une barque ? Donc, pour eux, c'était une barque. Et le terme barque d'or, pourquoi ? Parce que l'or, c'est jaune quelque part, c'est brillant. Donc probablement on peut imaginer que ce qu'ils ont vu était un objet qui a pu se poser sur l'eau et quand il est arrivé, ça devait être brillant peut-être comme le soleil ou ardent comme un bouclier. À partir de là, quand on arrive à se remettre dans ce contexte-là, on arrive à s'approcher et à comprendre peut-être bien ce que les personnes de ces époques lointaines ont pu voir, ont pu essayer de décrire. On imagine le choc
psychologique, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une observation, il a tellement de références de science-fiction, c'est-à-dire que presque c'est dans l'inconscient collectif. Demain, il voit Mother Ships, là, un vaisseau mère, ou alors tout simplement une soucoupe volante ou un vaisseau. De toute façon, il en a tellement vu depuis sa naissance dans les films de science-fiction que presque c'est le taxi de l'air, quoi. C'est le taxi des extraterrestres. On sait ce que c'est. Mais à l'époque, vous imaginez le choc psychologique que ça a dû être quand même. C'est obligé. Mais le fait que de nos jours, il y a autant des éléments tels que le cinéma, tout ça, dites-vous bien que ce n'est peut-être pas anodin. Ah ben c'est sûr. C'est peut-être tout simplement parce que pour des besoins X, on veut faire passer une sorte de message de façon peut-être à ce que les gens s'habituent. Bien sûr. Parce que on peut se poser la question, les dieux seront-ils de retour bientôt? Oui, c'est ça. Voilà, donc à partir de là, oui. Il est probable que le cinéma, tout ça, je connais aussi, il s'appelle Thibaut Canuti. Canuti, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, on l'a reçu ici 2 fois. Vous l'avez reçu. Bon, ben voilà une référence en matière de cinéma et d'OVNI. Il fait tout à fait le rapprochement là-dessus. Ah, bien sûr, ouais. Voilà, donc, alors que dans le passé, effectivement, les gens n'avaient pas ces références. Par exemple, une chose qui me vient à l'idée, vous avez un des premiers témoignages, enfin pas le premier, mais enfin dans les premiers témoignages, vous avez le célèbre papyrus de Tully, de Toutmosis III. Donc là, on est à 1500 ans avant notre ère, qui mentionne un objet qui aurait été vu et qui a été écrit par des scribes et sur ce papyrus. Et quand vous lisez le texte tel qu'il est écrit, bon, il y a un côté, disons, esprit de l'époque, avec les mots de l'époque. Ouais. Mais quand vous grattez un peu, vous vous apercevez que ce qui est dit, c'est pas une simple imagination, comme on essaye bien souvent de faire croire, parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est tout de l'imagination, ce sont des poèmes, comme par exemple l'Iliade d'Homère et compagnie. Bon ben, là aussi, on a beaucoup dit là-dessus que c'était chimérique, et pourtant, en 1870, vous avez Heinrich Schliemann, qui était, si ma mémoire est bonne, un industriel allemand, qui rêvait avec l'Iliade d'Homère, et il a décidé un jour de partir à la recherche de la cité de Troie. Ouais. Et à cette époque-là, on l'a traité de fou, d'illuminé, tout simplement parce que il voulait retrouver cette cité de Troie. Et les grands spécialistes de l'époque, les grands archéologues de l'époque ne l'ont pas trouvé. Ils ont donc décrété que ça n'existait pas et que c'était un poème et rien de plus. Et le problème, c'est que grâce à ce livre et à ses écrits, eh bien, il a réussi à retrouver la cité de Troie. Et il n'en a pas retrouvé une, mais il a retrouvé 9 cités qui étaient les unes sur les autres. Ah oui. Notamment le trésor du roi Priam. Donc, quand on voit que les gens disent, les bien-pensants, on dira « Ah, mais ça, ce sont des textes homériques, c'est des textes qui ont été imaginés, inventés ». Ben, dans certains cas, quand on a affaire à un cas comme celui de Schliemann, que peuvent-ils répondre, puisque les faits sont là? Après, il est devenu un très grand archéologue. Mais avant, c'était un fou. Bien sûr. Alors, on va évoquer bien sûr quelques exemples aussi. La vague du XVIIe siècle sur le littoral méditerranéen. Je vous rappelle que vous écoutez ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs aussi librement, aussi simplement. Mon nom est Bob et tous les soirs, je vous dis toute la vérité. Le dossier OVNI est ouvert ce soir, mais côté histoire, une fois n'est pas coutume, et on est avec Gilbert Attin, et on va évoquer donc la vague célèbre du XVIIe siècle sur le littoral méditerranéen, une importante observation. Voilà, une importante parmi d'autres. C'était en 1608, et là, c'était au mois d'août 1608. Il y a eu effectivement une très importante vague qui a duré à peu près entre 15 et 20 jours. Ah, quand même. Ah oui, la vague, elle a duré entre 15 et 20 jours, et elle a couvert tout le littoral méditerranéen, de Barcelone jusqu'à Gênes. D'accord. Et là, ce qui serait intéressant, mais on n'a pas le temps, mais ce qui est intéressant, c'est de reprendre le texte, de le lire, et de voir, dans ce vieux français, la façon dont c'est décrit. Par exemple, que ce soit à Gênes, en Italie, eh bien, cette importante vague a été observée. Il a même été tiré, c'était à Gênes,
près de 800 coups de canon ont été tirés contre ces objets qui, pour certains, étaient dans le ciel, d'autres étaient sur l'eau ou dans l'eau. Et il y avait également aussi des êtres, bon, à l'époque, ils disaient, ils assimilaient ça à des êtres diaboliques. Oui, bien sûr, fatalement. Pourquoi diabolique? Tout simplement parce que le terme extraterrestre ou quoi ne pouvait pas exister. Et là, encore une fois, ils mettaient un référent, quelque chose qu'ils connaissaient. Les gens étaient terrifiés parce que pour eux, ils ne savaient pas ce que c'était. C'était peut-être une manifestation divine, c'était peut-être une manifestation venant de succubes, d'incubes, ou d'être comme ça. Et sur Toulon également, donc près de chez moi, là aussi, dans les anecdotes, c'est marqué, c'est inscrit. À la même époque, il y a eu même ce qu'ils ont appelé du sang qui a coulé sur les maisons. Ah oui. Ah oui, énormément même. Quand vous reprenez les textes, vous voyez, il y a eu ce qu'ils ont appelé du sang. Alors est-ce que c'était vraiment du sang? Est-ce que c'était quelque chose qui était rouge, qui ressemblait à du sang? Là, évidemment, je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait être sur place, mais ça s'est passé en 1608, donc on n'a plus les moyens de vérifier. Et vous avez également aussi sur Marseille, du côté de Barcelone aussi. Donc vous voyez, cette observation s'est faite sur toute la côte méditerranéenne et pendant à peu près 15 à 20 jours. C'est énorme, parce qu'en plus là, des milliers de témoins, j'imagine, à chaque fois. Ah ben là, c'est facile, les gens étaient terrorisés. Alors certains s'étaient réfugiés dans les églises, ils priaient Dieu pour qu'il leur vienne en aide. Donc vous voyez toujours cet état d'esprit. Mais ça a dû servir l'église en même temps. Ben, il est sûr et certain que ça a dû probablement servir l'église, comme ça l'a fait aussi en l'an 1000. Ouais, bien sûr. Et probablement, mais les gens étaient terrifiés. Je suis sûr que personne ne devait savoir ce que ça devait être. Et donc voilà un cas qui est relativement récent, mais vous avez aussi d'autres cas beaucoup plus anciens, comme le papyrus de Tully, où vous avez des observations de ce type-là qui sont faites. Vous avez aussi... ça veut dire quoi, Gilbert? Parce que j'avais prévu de vous parler d'autres choses. Non, mais on va en parler, vous inquiétez pas, dans encore une demi-heure. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inspire quoi? Ça veut dire que notre planète est visitée depuis toujours par ces êtres venus d'ailleurs et que finalement, quel que soit notre niveau d'évolution, ils sont venus nous voir? Ce que ça m'inspire, disons, ce que je soupçonne qu'il doit se passer, parce que bon, je ne prétends pas connaître la vérité, mais à partir de ces recherches, je dirais que je me fais mon idée. Donc tout porte à croire que depuis la nuit des temps, notre civilisation est visitée par une autre civilisation certainement plus avancée, peut-être même d'autres civilisations, plusieurs civilisations plus avancées, qui avaient une technologie qui était certainement, peut-être même de nos jours, encore bien plus en avance que la nôtre actuelle. Il y a énormément d'éléments de par le monde qui laissent entendre que la technologie qu'ils avaient, comme les fameuses cartes de Piri Reis dont je vous ai parlé, parce que je vous en ai dit qu'un petit fragment, mais ces cartes de Piri Reis qui sont une énigme, par exemple, quand on les regarde, eh bien, elles ont un aspect comme si les cartes avaient coulé. En fait, elles ont l'aspect tel qu'on les verrait si on était du ciel, de l'espace. Or, à cette époque-là, il ne pouvait pas y avoir, enfin, censément, d'engins volants capables d'aller en altitude pour tracer des plans aussi précis. Oui, c'est ça. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est là. Et selon, disons, notamment Charles Apgott, qui a fait des recherches dans les années 50-60, eh bien, cette carte de Piri Reis ainsi que d'autres portulandes devaient faire partie à l'origine d'un vaste portuland. Et à partir de ce portuland très ancien, il a été tiré d'autres cartes qui ont été plus ou moins bien copiées. Ça a été le cas de celle de Piri Reis, parce que vous avez des éléments d'une très grande précision qui côtoient des éléments totalement absurdes, qui étaient connus à l'époque de 1513. D'accord. En fait, ce sont des annotations que l'amiral Piri Reis avait fait, en plus de celles qui étaient, elles, déjà copiées, probablement d'une autre carte. D'accord. Et donc là, il semblerait qu'il y avait une technologie qui a permis de créer ces cartes en utilisant un engin volant. Et ces engins volants, on les retrouve aussi en Inde, dans les fameux textes sanscrits hindous, les textes védiques, quand il parle des Vimana notamment.
Alors on les a un petit peu abordés, et on va y revenir dans un instant si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on évoque les extraterrestres eux-mêmes. Est-ce qu'on a beaucoup de récits de ces êtres? Vous les avez évoqués un petit peu lors de cette vague méditerranéenne, mais est-ce que il est fait état dans ces documents d'êtres étant descendus de ces engins, voulant dialoguer, participer à la vie, en tout cas à notre société? Je sais pas, je vous pose des questions. Puis on parlera également des pierres d'Ica, parce que beaucoup de nos auditeurs sur la page Facebook veulent que vous abordiez le sujet. Voilà, on parle de l'archéo-ufologie ce soir dans Bob vous dit toute la vérité. Ça tombe bien, je m'appelle Bob et je vous dis toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Gilbert Attard est avec moi pour parler de l'archéo-ufologie. Et puis du côté de 23h, en libre antenne, vous pourrez une nouvelle fois, et comme je vous le propose maintenant assez régulièrement, évoquer les manifestations paranormales inexpliquées auxquelles vous avez été confronté, ou peut-être êtes-vous encore confronté à celles-ci. Vous pourrez parler en toute quiétude, sans crainte de moquerie et de jugement. 3628. Vous dites Ado, le standard est ouvert, ou alors bob@adofm.fr. On évoque en attendant, l'archéo-ufologie avec Gilbert Attard. Gilbert, pas mal de questions arrivent. Il y en a une qui était très intéressante, mon Elliot. Oui, comment on différencie les représentations de divinités et de celles des témoignages d'OVNI? Alors, la façon de les différencier, c'est dans les descriptions qui sont faites, où on peut remarquer des parallèles qui sont assez étonnants. Ouais. Par exemple, au niveau de la façon dont ils sont vêtus dans les dessins, je pense surtout aux peintures rupestres qu'on peut retrouver, comme dans l'Ouzbékistan par exemple, où vous avez une peinture rupestre qui montre tout simplement ce qui ressemble à une soucoupe volante, et à côté vous avez un personnage qui est encasqué dans une sorte de combinaison spatiale. Et quand vous regardez le dessin qui est, alors il faut dire quand même que ça date à peu près, de mémoire, je crois que ça date à peu près de 2000 ans en arrière, ce dessin entre 2 et 3000 ans en arrière. Donc on voit le dessin comme il est fait de celui qui est à côté de cet objet. En fait, il y en a deux de cet objet. Et bien, quand on voit par exemple les dessins qui sont faits par des témoins actuels, d'observation, on remarque une similitude très étonnante. Ça, c'est un des éléments. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Ou par exemple... Mais on peut imaginer aussi, Gilbert, qu'à un moment donné, les divinités n'étaient autres que des extraterrestres, quand même. On peut imaginer aussi que les gens ont invoqué des dieux qui venaient d'ailleurs du ciel, parce que souvent il y a un rapport à l'espace. À chaque fois, concernant les dieux, on peut imaginer que les dieux grecs, la mythologie, tout ça, machin, on peut imaginer aussi qu'elle a été fondée sur des visions extraterrestres. Vous avez tout à fait raison, c'est aussi ce que je soupçonne fortement, puisque les prouesses qu'ils étaient capables de réaliser étaient étonnantes. Aussi bien les engins qu'ils avaient, qu'ils utilisaient, les armes, parce que les dieux, que ce soit les dieux grecs, mais aussi les dieux égyptiens et d'autres, ils avaient des armes... Il y a que Zeus avec son bâton qui est la foudre, en fait, finalement. On peut imaginer qu'à un moment donné, c'était un extraterrestre qui avait, je sais pas, une force particulière ou une arme particulière. Vous avez des dessins, des représentations, par exemple, de divinités africaines, j'ai plus le nom en tête, où quand vous voyez la représentation, étrangement, elle ressemblerait presque à un missile. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Et par exemple, dans les textes védiques hindous, quand ils décrivent les armes qu'utilisaient les divinités telles que Brahma, par exemple, ou Vishnu et d'autres divinités comme ça, les descriptions de ces armes ressemblent étrangement à ce que nous, de nos jours, nous connaissons. Oui, bien sûr. Quand, par exemple, il est question de Vishnu qui chevauche Garuda, Garuda qui était qui était considéré comme un aigle géant, qui était l'oiseau par excellence, l'oiseau le plus puissant par excellence. En fait, c'était deux divinités, mais je pense que ce qui a dû se produire, c'est que Garuda devait être le moyen de propulsion, donc on dira probablement l'engin qui volait, et Vishnu en était tout simplement le pilote. Le pilote, oui, bien sûr. Et quand on voit les représentations hindoues, on voit un homme à cheval sur
une sorte d'oiseau, mais horrible, si vous voulez. Horrible, pourquoi ? Parce que dans les textes, il mentionne que cet oiseau était capable de lâcher des projectiles et qu'il pouvait raser une ville à lui tout seul, qu'il était totalement autonome, presque comme si l'engin était télécommandé. Bien sûr. Il n'avait pas besoin forcément de Vishnu pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Alors c'est marrant parce que quand on regarde tout cela, on s'aperçoit finalement que c'est comme si les extraterrestres savaient que notre civilisation, ou les anciennes civilisations, n'avaient pas le pouvoir finalement de les contrer ou de les observer ou de les photographier, donc ils se montraient souvent en toute impunité, voilà, peut-être plus facilement aux yeux des terriens, alors que maintenant c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire qu'on a moins d'apparitions spectaculaires comme celle-ci. Bon, il doit y avoir certainement une raison au fait que des apparitions, il y en a eu spectaculaires, comme vous dites. Les dernières, c'est novembre. Les dernières, c'est 90. Les grandes visions de gros vaisseaux énormes. Oui, vous faites allusion à la vague belge de 89-90, où là, il y a eu effectivement des centaines, voire des milliers de témoins en France, en Belgique, en Allemagne, dans d'autres endroits, qui ont vu, effectivement, ça faisait partie des très grandes vagues qu'il y a eu. Mais des observations, il continue à y en avoir. La seule chose, c'est que parfois, on évite de trop en parler, bien que les choses semblent changer un peu, et que maintenant, on veut essayer de divulguer certaines informations. Et pourquoi ? Je soupçonne que peut-être Internet, qui est une arme à double tranchant finalement. Bien sûr. Voilà, avec Internet, quelqu'un qui prend une photo on va dire d'une soucoupe volante maintenant, dans la minute qui suit, le monde entier peut la regarder. Ah oui, elle fait le tour du monde, ça c'est vrai. Donc, comment voulez-vous que même s'il y a une nomenclature là-dessus, qu'ils puissent avoir la même mise sur des cas comme ça ? C'est plus possible. Donc, pour moi, ils sont obligés de changer de leur fusil d'épaule. Et plutôt que d'attendre que des problèmes arrivent, ils vont essayer d'anticiper en divulguant des informations, parfois en mélangeant des vraies et des fausses, pour pas que ça effraie le public trop rapidement, quoi. Et c'est ce que je pense qu'il doit se passer. Dans le passé, il y avait un mixage qui se faisait qui était beaucoup plus important. On parlait notamment d'Ézéchiel, la vision qu'il avait eue, mais aussi quand il y a eu la fameuse histoire là avec c'était Lot avec sa femme, lorsque des anges sont venus l'avertir que Sodome et Gomorrhe allaient être rasés. Donc ces anges, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés chez Lot. Eh bien, les gens de la ville, je sais plus si c'était Sodome ou Gomorrhe, ils voulaient les trucider, on pourra dire. Ouais, c'est ça. Et donc Lot a préféré offrir sa femme et sa fille plutôt que de laisser molester ces anges qui étaient venus. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que l'un de ces anges, je crois, il a produit un phénomène, une sorte d'éclair ou quoi, qui a aveuglé complètement tous ceux qui voulaient leur faire du mal, et ce qui fait que il n'y a rien qui s'est passé. Et ensuite, il a averti l'autre qu'il fallait qu'il parte, parce que la ville allait être rasée, et les descriptions de la façon dont la ville a été rasée s'apparentent d'une façon très étrange à une description d'une guerre nucléaire, quoi. Alors, bien sûr, ça peut faire sourire et sauter des personnes, mais je dirais, il faut pas simplement se contenter de ce qu'on entend, mais il faut chercher. Et là, on va se rendre compte, par exemple, que du côté de Sodome et Gomorrhe, on a retrouvé, entre autres choses, des tektites hyalites. C'est du sable vitrifié. Et ça, on ne peut le trouver qu'à de très hautes températures et à l'air libre. On le trouve essentiellement soit au bord des volcans, ou alors sur des lieux comme à Los Alamos, où il y a eu des explosions nucléaires qui ont été faites à l'air libre. Oui, en même temps, la Terre a subi de nombreux bouleversements, des airs glaciaires, des airs de chaleur importante. Donc on peut aussi imaginer, ce que je disais, il faut pas tout mettre sur le dos de ces engins et de ces êtres venus d'ailleurs. Je me fais toujours l'avocat du diable. Tout à fait, mais vous avez raison. Parce qu'il faut pas s'emballer trop vite. Il doit toujours essayer de garder la tête froide. Bien sûr. Mais le problème qu'il y a, parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent aussi se rajouter à ce que je vous ai dit. Par exemple, on a retrouvé dans différentes parties du monde des squelettes qui avaient un taux de radioactivité totalement inexplicable. Alors là aussi, on a un élément de plus.
on a aussi, je vous dis, des squelettes qui sont hautement irradiés et dont on ne sait pas expliquer naturellement le phénomène. Donc il a forcément dû y avoir à un moment donné il s'est passé quelque chose. Touché ces squelettes. Imaginez un peu, pour revenir par exemple à l'histoire de Tchernobyl, il ne faut pas oublier que ceux qui ont été sacrifiés, parce qu'on ne peut pas dire un autre mot, pour essayer d'étouffer, d'éteindre le feu de Tchernobyl, eh bien ils ont été enterrés quand même dans des sarcophages de plomb, si ma mémoire est bonne, sous 3 mètres de béton. Oui, bien sûr. Et on sait que ces corps étaient tellement irradiés qu'il fallait absolument pas les approcher. Bien sûr. Donc imaginez par exemple des archéologues dans 1000 ans. Imaginons, parce que ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'imagination. Toujours. Mais faire preuve d'imagination, ça ne veut pas dire fabuler. Ça veut dire essayer d'extrapoler, un peu comme un puzzle, il manque des pièces, essayer de les retrouver. Ouais, mais c'est vrai que vous avez raison de dire que si les archéologues demain, ou dans 1000 ans, vont voir Tchernobyl et découvrent ces corps, ils vont croire que ce sont des sarcophages, et ils vont se dire, mais c'est incroyable, il y avait de la radioactivité, ces corps sont complètement nucléarisés, quoi. C'est que probablement, c'était des dieux qui ont été enterrés là, ou alors, regardez, prenez un autre exemple tout bête, l'Arc de Triomphe à Paris, puisque vous êtes à Paris. Oui. Bon, l'Arc de Triomphe, on sait que c'est sous Napoléon Ier qu'il a été édifié. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve sous l'Arc de Triomphe? Le corps du soldat inconnu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Bon, imaginons maintenant que notre civilisation disparaisse et que dans 1000 ans on retrouve les ruines de l'Arc de Triomphe et que des archéologues retrouvent au pied de l'Arc de Triomphe le soldat inconnu. Vous savez que c'est le corps du soldat inconnu qui date de la guerre de 14. Moi aussi. Mais si on a disparu dans 1000 ans, qui va le savoir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va dire? On va se dire, très probablement on a affaire à un roi ou à une haute personnalité, et on a édifié un mausolée en souvenir de lui. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. C'est sûr. On continue jusqu'à 23h à parler avec Gilbert Attard de l'archéoufologie, c'est passionnant. Tous les soirs sur Ado. Pas de foot. Pas de cul. Mais toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis bien trop longtemps. Bob est sur Ado. 21h minuit. Comme le dit le frère Claude sur la page Facebook, pas facile de garder la tête froide avec un sujet brûlant. C'est vrai que ce sujet est assez incroyable parce qu'il remet beaucoup de choses en cause. Et puis surtout, il nous permet d'envisager qu'on n'est pas les seuls depuis 60 ans à être visités, puisque c'est vrai que l'ufologie moderne date des années 40 et on commence à s'y intéresser véritablement. Mais on voit bien qu'au travers de l'histoire, beaucoup de documents nous ramènent à ces extraterrestres. Alors, est-ce que il est fait état d'extraterrestres justement dans les documents? On finira avec les pierres d'Ica parce que je veux vraiment qu'on aborde ce sujet. Mais est-ce que oui, on a des dessins, des descriptions d'êtres venus d'ailleurs? Oui, bien sûr que des descriptions, on en a. Et il en manque pas, comme je vous l'ai dit, soit des descriptions écrites, ou soit des dessins qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde entier, où on voit des êtres avec ce qui ressemble à des casques, ce qui ressemble à des combinaisons spatiales. On en retrouve le fameux grand dieu Mars de Tassili, par exemple, qui est très célèbre, qui est peut-être pas le plus représentatif à mon avis, mais qui est très célèbre. Vous avez aussi les fameux dogus du Japon. Alors les dogus du Japon, c'est pareil. Ce sont des petites statuettes qui sont soit en terre cuite, soit en bronze. Et quand on les regarde, on a l'impression d'être face soit à des sortes de robots, ou soit à des personnages vêtus de combinaisons très particulières. Donc à partir de là, on a de multiples représentations. Et je vous dis, on a des textes aussi qui sont très précis là-dessus. Et parfois des textes pas très anciens non plus. Parce que j'ai en mémoire, ça c'est au Moyen-Âge aussi, eh bien il y avait ce qu'ils appelaient des vaisseaux aériens, c'est-à-dire des bateaux aériens, si vous voulez, c'était comme ça qu'ils les appelaient. Oui, bien sûr, ça. Et où vous avez des traces dans des textes anciens de ces époques-là, où ils font mention que des personnages descendaient de ces bateaux aériens. Là, j'avais pas prévu de parler de ça, donc je pourrais pas vous donner des précisions totales, mais des personnages ont été vus flottant dans le ciel venant de ces bateaux-là. Non, c'est assez incroyable. Tout récemment, là, c'était au mois de décembre, j'ai donné une conférence, puisque moi, dans mes conférences, j'en ai une qui est en 2 parties et qui traite de toute cette histoire-là. Et donc, c'est toute l'histoire de la préhistoire jusqu'à
jusqu'au Moyen-Âge, non, jusqu'à l'Antiquité. Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces photos qui montrent et qui démontrent des choses qui sont parlantes d'elles-mêmes, comme par exemple, vous parliez tout à l'heure de fusées. Ouais. Je me rappelle dans une tombe japonaise qui est vieille d'à peu près 3000 ans, eh bien, on voit une fusée qui ressemble exactement au V2 allemand. Ah ouais, et qui ressemble aussi à la fusée de Tintin. Donc on sait que Hergé s'est inspiré du V2 allemand pour faire la fusée de Tintin. Oui, puis en plus Hergé était un initié, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Hergé, justement, quand on lit ses livres, c'était pas n'importe quoi, il faisait pas n'importe quoi, c'était pas seulement de la bande dessinée. C'est sûr, il y avait beaucoup de messages. Alors, on va être obligé de se quitter dans 10 minutes, donc j'aimerais qu'on aborde un autre élément très important dans l'archéoufologie. C'est ce qu'on a mis en photo sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité, ce sont les pierres d'Ica. Alors les pierres d'Ica, c'est une découverte qui a été faite à peu près dans les années 60. En fait, c'était une rivière qui s'appelait la rivière Ica. Ouais. Et dans les années 60, eh bien, il y a eu un éboulement qui a fait dévier la rivière Ica. D'accord. Et là, à cet endroit-là, eh bien, les gens du pays, là, les indigènes, on pourra dire, ont retrouvé dans le lit de cette rivière des milliers de pierres qui étaient sculptées, gravées. Alors, ces pierres avaient la particularité d'être des pierres extrêmement dures, puisque c'était de l'andésite. C'est une pierre très dure qui remonte à peu près au Mésozoïque, c'est-à-dire qui couvre la période du Triassique, Jurassique et Crétacé, entre 225 et 70 millions d'années. Et donc, c'est uniquement au niveau des volcans, tout ça, que ça a pu se former. Donc, c'est une pierre très dure. Et ces pierres sont gravées de multiples dessins. Alors dans ces dessins, vous avez par exemple des dessins de cartes qui montrent des continents qu'on ne connaît pas du tout. Alors est-ce que c'est des continents comme la Pangée peut-être, ou des continents provenant d'une autre planète? Pourquoi pas, la chose est possible. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a certains dessins qui montrent des bêtes genre dinosaures avec des humains à côté, et ça revient à dire que, d'ailleurs c'est une théorie qui commence à fleurir un peu partout, c'est qu'il n'est pas certain que l'homme n'ait pas existé pendant les dinosaures. Donc en tout cas c'est assez marrant de voir une pierre dessinée comme celle-ci. Ben, je pourrais apporter de l'eau à votre moulin, vous avez tout à fait raison. Mais si on s'en réfère par exemple aux États-Unis à la fameuse rivière Paluxy River, où on a retrouvé des empreintes de pieds fossilisés aux côtés d'empreintes de dinosaures. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc là ça remonte à plus de 65 millions d'années. Ouais, c'est incroyable. Alors, quand on nous parle par exemple de Lucie, 3 millions d'années, ça met un peu du désordre dans l'histoire. Si on vous dit, ah ben oui, peut-être que effectivement il y a des erreurs qui ont été commises. Il y a 70 millions d'années ou plus, il y avait des hommes qui ont marché sur le sol de la Terre. Donc là, l'histoire conventionnelle, elle est peut-être mise à mal. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'adore dans tout cela, c'est à la fois le travail de chercheurs que vous, comme d'autres, font pour essayer de comprendre, et en même temps, on s'aperçoit qu'on est encore une fois face à un dogme d'histoire qui remettra jamais rien en question. C'est-à-dire qu'on peut avoir des faits et on peut dater l'empreinte de 65 millions d'années, l'empreinte de l'homme, à côté de l'empreinte d'un dinosaure, et on n'acceptera jamais l'idée que des hommes aient pu fouler le sol de la Terre à la période où il y avait les dinosaures. Bien sûr, d'autant plus que des artefacts de ce type-là, il en existe des quantités. Bien sûr. Par exemple, il me revient en mémoire un marteau qui a été retrouvé dans une couche carbonifère. Je crois qu'il a 140 millions d'années, ce marteau. Il est à Londres, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, il est emprisonné dans une couche carbonifère. Que venait faire ce marteau dans cette couche carbonifère? Et là, ça veut dire que s'il est là, c'est qu'il a été usiné d'une façon ou d'une autre. S'il a été usiné, c'est qu'il devait y avoir des hommes pour l'avoir peut-être perdu, là. Seulement le problème, c'est que là, c'est pas 3 millions d'années en arrière qu'il a été perdu. Bien sûr. Donc là aussi, on a du désordre. Et c'est comme il y a une autre découverte qui est pas connue. Bon, c'est dommage, on n'a pas le temps d'en parler. Mais une découverte qui a été faite dans les années 1992-93, où on a retrouvé des objets provenant probablement d'une nanotechnologie qui était fait
J'ai plus en mémoire le nom des métaux qui étaient utilisés, mais ce sont des métaux qui fondent à de très très hautes températures. Ouais. Et ça a été retrouvé dans une couche qui allait entre 2 mètres et je crois 12 mètres de profondeur. Ouais. Et ça remonte, si vous voulez, entre 20 000 ans et pour les plus vieux jusqu'à 300 000 ans. Alors c'est assez marrant parce qu'on a parlé avec le docteur Alexandre ici de la mort, qui était son bouquin, et on est au début de la nanotechnologie. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut faire des rapprochements étonnants, parce que cette nanotechnologie, si vous verriez ces photos, il y a très peu de documents là-dessus, et très peu de sites qui en parlent, ce qui est dommage. Mais si vous verriez ces photos, vous avez des objets infiniment petits, puisque je crois qu'ils font certains 0,01 mm de dimension. Ouais. Donc, on s'aperçoit qu'on ne pouvait pas les travailler sans machine de toute façon déjà. Ils ne pouvaient, probablement pas être travaillés sans machine, mais en plus, il fallait aussi les moyens de les fusionner, de les fondre. Ouais. Alors on peut imaginer là, par contre, et on en revient à cette physique quantique et cette différentes dimensions, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné sur la Terre, des chemins se sont croisés, il y a eu différentes fréquences de vie et que sur une certaine fréquence, il y avait d'un côté Lucie et puis de l'autre côté des gens qui vivaient ailleurs et qui avaient des milliers d'années d'avance. De toute évidence, oui. Peut-être que si on creuse de ce côté-là, on trouvera le fameux chaînon manquant dont tout le monde se demande où il est passé. Ça, c'est sûr. Le chaînon manquant pourrait peut-être être issu d'une manipulation génétique qui aurait très bien pu se dérouler. On sait le faire de nos jours. Bon, peut-être pas encore de façon parfaite, mais qui dit que dans le lointain passé, une super civilisation n'était pas capable de le faire. Ouais. Et que nous-mêmes, nous ne soyons pas... comme on pourrait dire, dans nos gènes, nous avons peut-être un gène qui est peut-être non terrestre, non terrien, on pourra dire. Ouais. Et peut-être que c'est à travers ce gène non terrien qu'on peut avoir aussi, dans certains cas, des phénomènes de contacté ou des choses comme ça. Oui, parce que si c'est dans notre centriole, par exemple, ou dans notre ADN que cela existe, peut-être que c'est pas pour rien. C'est peut-être une forme de communication à notre insu qui peut se faire. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est assez intéressant pour en revenir au Pierre Dicat, et pour apporter de l'eau à votre moulin concernant toutes ces avancées technologiques, c'est qu'on y voit également des transfusions sanguines quand même. C'est-à-dire qu'on voit des trucs assez incroyables sur ces représentations. Il y a des transfusions sanguines, des opérations du cœur, dont on ne sait pas si elles ont réussi. On peut voir également un personnage en train de regarder dans une longue vue. On voit un autre personnage avec une loupe. Donc, vous voyez que ces choses-là existaient déjà apparemment depuis très longtemps. Il y a aussi cette fameuse lentille qui est exposée au British Museum et qui est vieille de, je me souviens plus combien, elle a été estimée à 3 ou 4 000 ans. Quand on nous dit que c'est Galilée qui a inventé le télescope, moi je pense que peut-être il a fait que redécouvrir le télescope. Mais c'est marrant parce que tous ces objets sont dans des musées, sont exposés, et malgré tout, on remet pas en cause l'histoire et Darwin et tutti quanti, quoi. Parce que probablement, comme je vous l'ai dit, ça dérange. Ça dérange parce que on a établi une histoire. Il y a une centaine d'années de ça, il y en a qui ont établi une certaine histoire et être obligé de tout remettre en question, ça poserait peut-être de gros problèmes au niveau historique, au niveau archéologique, au niveau religion aussi, très certainement. Sûrement, vous pouvez regarder l'histoire de Fatima, la fameuse danse du soleil, tout ça. Là aussi, il y aurait de quoi faire et à dire. Ah bah écoutez, Fatima, c'est fabuleux parce que pour les croyants c'est la Vierge, pour les ufologues ce sont les ovnis, hein, donc. Et je dirais c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai pas le temps d'en parler, mais c'est beaucoup plus complexe que ça encore. Eh ben vous savez quoi, on se fera une spéciale Fatima avec vous si vous le voulez bien. Dans les semaines qui arrivent, on aura le plaisir de vous inviter peut-être à ce sujet. En tout cas, Gilbert, merci d'avoir été avec nous ce soir, magnétiseur, archéo-ufologue et parapsychologique. Vous êtes passionnant. C'est pas compliqué. J'ai rien eu à dire. L'association qu'on a montée, c'est justement pour pouvoir permettre, grâce au CROPS, de faire venir des invités qui
d'ordinaire sont sur Paris ou quoi et qui peuvent venir et exposer aussi leurs recherches, et c'est ça qui est de bien. Eh ben. Et le prochain qu'on aura, c'est Joël Ménard vous avez dû avoir. Oui, de Lumière dans la nuit. Et voilà, d'ailleurs, Joël Ménard de Lumière dans la nuit. Oui. Et bien nous allons la voir le 3 août. Eh ben voilà, en tout cas, on pourra l'annoncer dans l'agenda. En tout cas, merci Gilbert d'avoir été avec nous. Je vous remercie. En tout cas, bravo pour votre émission qui donne la parole à des personnes qui peut-être en temps normal ne peuvent pas toujours la prendre. Ouais, c'est pour ça qu'on est là et qu'on continuera. En tout cas, merci mille fois et je vous souhaite une belle soirée. OVNI. Phénomènes paranormaux. Société secrète. Mystère des pyramides. Complot d'État. Big Brother. Témoignages. Révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps. Bien sûr, l'entretien que je viens d'avoir avec Gilbert Attard sera réécoutable et je suis sûr que vous serez nombreux à le faire parce que c'est juste assez incroyable ce qu'on a appris là ce soir. L'archéoufologie, en plus il est vraiment passionnant Gilbert. Oui. Vous pourrez retrouver donc les podcasts sur iTunes, sur le site adofm.fr, sur le site bob-toutelavérité.fr, sur l'application mobile téléchargeable gratuitement sur l'App Store Google Play.